Donc, M. Fournier, très polyvalent comme homme quand même. Et il y a eu, comme on a dit, un changement de carrière un peu étonnant, ou du moins pour moi, assez drastique. Donc, comment on passe d'être arbitre à présentateur sportif? Comment vous avez fait ce saut-là, en fait? D'abord, bonjour, Léonie. C'est à 37 ans que j'ai pris cette décision-là. C'est moi qui l'ai prise, cette décision, même si certains avançaient qu'on m'avait flanqué dehors. J'avais vécu les 2 dernières saisons d'arbitre dans la Ligue nationale assez... ça avait été difficile. Il y avait eu des conflits à même le groupe des superviseurs et tout ça, ce qui m'a amené à une réflexion certaine sur l'avenir, mon avenir. Et j'avais à ce moment-là 37 ans et j'ai constaté que peut-être que ce serait mieux de revenir au bercail. Parce que de l'âge de 23 à 37 ans, j'étais constamment ou à peu près sur la route, l'hiver. On partait des 30 jours, 40 jours, on revenait 10 jours, 5 jours. Et c'était une belle expérience pour un jeune homme de voyager à travers l'Amérique du Nord, l'Europe aussi, et travailler des matchs de hockey, faire ce qu'on aime. Mm-hmm. Mais à 37 ans, j'ai opté pour tout simplement quitter. Et non pas changer d'occupation, mais quitter. Mm-hmm. Là, j'ai quitté. Et un bon ami à moi était dans la bière, la batte. Et il était propriétaire d'une concession de bière dans les Laurentides. Il m'a dit, 2 semaines après que j'ai eu quitté, que ça a été rendu public, il m'a dit Ron, est-ce que toi, tu es un gars de marketing et de vente? Mais plus marketing, parce que j'ai étudié là-dedans, moi, Léonie. Mm-hmm. J'envisageais, moi, de m'en aller en marketing. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, je vais aller travailler avec toi, puis je vais faire de la représentation. Chose que j'ai fait pendant un mois et demi, j'ai bien aimé, sauf que c'était local, moi, j'étais habitué un peu plus au... comment dire... j'étais habitué des grandes villes. Ça, c'était régional, c'était dans les Laurentides, puis je trouvais ça le fun. Mais je me dis, Colin, il y a peut-être d'autres choses ailleurs, un plus grand défi encore, puis au moment où j'y passais, je reçois un appel de Michel Tremblay, qui est toujours mon patron, et Rénald Brière. À ce moment-là, c'était une station qu'on appelait CJMS, dans le temps, qui compétitionnait avec CKC. Mm-hmm. Et on voulait une émission en soirée, le soir, de 10h, de 9h à 10h, à 9h à 11h ou 10h à minuit, je ne me souviens plus, là. Mais on voulait une émission en soirée de talk show, un talk show. On voulait qu'un animateur parle à son public. Chose qu'on n'avait pas au Québec et même au Canada français. On n'avait pas ça le soir. C'était de la musique. Et on a pris un grand risque, évidemment. Puis moi, j'ai pas pris un risque. J'ai tout simplement tenté ma chance, comme je l'avais fait lorsque j'étais arbitre. Mm-hmm. Mais là, on t'a pitché un peu dans un studio. Toi, t'avais jamais réellement fait de la radio avant, non. En fait. Là. Comment ça s'est passé, ta première émission? Mais ma première émission, je vais essayer de la résumer bien vite, c'est qu'à un moment donné, on m'a pitché là-dedans, puis on a dit, tu commences un certain lundi sans vraiment de publicité ou rien, et je me retrouvais dans un créneau où il y avait 0 code d'écoute. Là. Je veux dire, le soir, là, on était comme 17e en musique à CJMS le soir. Puis les ventes, évidemment, il n'y en avait pas. Il n'y avait rien qui se passait là. On m'a dit, tu t'en vas en ondes avec un réalisateur, puis vas-y. Alors là, le premier soir, j'étais tout enthousiaste. Je me présente devant le micro. J'ai appris un petit peu de la lumière rouge. Ben, t'es on. Pas de lumière rouge, t'es pas on. Puis, OK. Puis, en tout cas, vas-y. Puis, fais de ton mieux. T'as 2 heures. Et je suis parti. Puis, j'ai fait ça. Puis, évidemment, j'ai commencé en me présentant. Et puis, à un moment donné, après avoir parlé pendant 20 minutes, chose qui est facile pour moi, 30 minutes, commencer à trouver le temps long un peu. J'ai fait un appel au public en donnant des numéros, mais il n'y avait personne qui écoutait, hein, parce que les gens ne savaient pas. Alors, je fais un appel. Vous composez tel numéro, puis tout ça. Puis là, j'attends vos appels, puis on va parler on parlait d'arbitrage. C'était mon ancien métier. On parlait d'arbitrage. Je suis certain que ça va vous intéresser. Et là, non, pas d'appel. 45 minutes plus tard, pas d'appel encore. Là, je lance un autre appel, pas d'appel. Là, je continue. Je parle de mon enfance. Je suis né à l'hôpital Saint-Luc, 5e étage. Puis là, et puis là, c'est ça. Et puis j'entends dans mon oreille, après 1 heure, le réalisateur qui dit « Pause ». Ah ben, mon Dieu.
Alors, j'étais bien heureux de voir que je pouvais relaxer, prendre une gorgée d'eau, puis tout ça. Mais je me fais dire, c'est une pause, mais c'est juste une pause de 30 secondes. Parce qu'il n'y a pas de commerciaux. Alors, évidemment, je fais une pause de 30 secondes, je reviens, je dis, y a-tu un bridge pour mettre les appels? Tu sais, fait que, oui, il met un bridge, un genre on appelle au numéro, puis là, on dit, ben, si vous voulez contacter Ron, mais vous appelez tel numéro. Encore une fois, je fais encore 40 minutes. Et là, pas d'appel. Et là, à un moment donné, je vois la petite lumière qui, sur l'appareil téléphonique, s'allumer, puis je dis, un appel. Puis j'entends dans mon oreille, oui, un appel. Alors là, je réponds, je dis, oui, à qui est-ce que je parle? Là, c'est Fernand. Allô, Fernand? Allô, comment ça va? Monsieur Fournier, je vous écoute depuis tantôt, vous êtes tellement extraordinaire. Vous êtes vraiment un bon communicateur. Déjà, on vous aime. Vous allez réussir, M. Fournier. Écoutez, vous avez tellement de belles choses à nous raconter. Bing, bam, bam, bam. Et là, ça fait 10 minutes, 15 minutes que je lui parle. Et là, mon directeur dit, mais c'est assez. Il fait juste te complimenter. Tout ça, ça passe un autre appel. Mais il n'y en a pas d'autre appel. Alors moi, j'étire. Pour finalement lui dire, merci, Fernand, d'avoir appelé. Je conclue l'émission. Et évidemment, j'ai aucun appel. Autre appel. Je termine en disant merci beaucoup d'avoir été là en grand nombre. Et j'invite les gens à être parmi nous le lendemain. Le lendemain matin, très tôt, je reçois un appel de mon frère Michel, mon frère aîné, qui me dit « Je t'ai écouté hier, c'était bon, Ron, écoute, ça devait pas être facile, puis tout ça. » Puis là, il dit « Comment tu m'as trouvé? » C'était lui qui avait appelé. J'ai dit quoi? Il dit « Comment tu m'as trouvé? » Il dit « C'est moi qui t'ai appelé. » Alors, mon frère, comme bon frère aîné, qu'il a toujours été et qu'il est toujours, savait que j'étais dans le pédrin. Puis il a passé de venir passer un petit 15 minutes en ma compagnie pour me laisser respirer un petit peu. Alors, tu m'as demandé comment s'est passée la première émission, mais voilà. D'accord. Et quelle est ton évolution, dans le fond, de cette première émission-là? Aujourd'hui, c'est sûr qu'elle est extrêmement grande, mais comment tu as réussi peu à peu à aller trouver ta voix, chercher ton public? Chaque métier exige une grande implication et un grand dévouement et beaucoup, beaucoup de travail. Et moi, ce que j'ai fait, étant donné que j'étais connu un peu dans le monde du hockey, je n'étais pas connu de tous et de toutes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je travaillais effectivement 6-7 jours semaine, en faisant un peu de tout aussi à la station, et des représentations aussi. Et j'allais jouer des tournois de golf l'été en compagnie de Mario Tremblay. On en jouait 30. Je passais, je dirais, 4-5 jours semaine avec Mario pour faire d'autres choses aussi. On allait serrer des pinces, puis on allait se faire... Parce que Mario a commencé 1 an avant moi à la radio de CJMS. Et là, ben, j'ai rencontré des gens. Et là, les gens ont connu Ron, pas seulement comme ex-arbitre, mais maintenant dans le monde des communications. Et puis là, les gens, je pense, ont su apprécier que j'avais un point de vue sur le sport, pas seulement sur le hockey. Et puis, de là est venu peut-être un peu plus de publicité au niveau de mon show comme tel. Puis, le show est parti de 0 code d'écoute à, après 1 an et demi, peut-être la deuxième émission la plus écoutée en soirée. Puis par la suite, ça a pris 3 ans. Et depuis maintenant 26 ans, les 23 dernières années, c'est l'émission francophone-anglophone la plus écoutée en soirée. Félicitations. Merci, c'est gentil. C'est grâce à la station d'abord et avant tout. Et quel moment en carrière, tu dirais, serait ton plus beau moment, en fait? Vous savez, lorsqu'on atteint un certain âge, on ne devient pas seulement plus sage, mais on a des souvenirs incroyables. Et moi, je pense que dans chacune des étapes de ma vie, moi, j'entreprends actuellement la 4e étape de ma vie. Moi, j'ai divisé ma vie, tout en espérant vivre assez vieux. J'ai passé l'étape 1, 2, 3, et là, j'entrevois mon étape 4 cette année, le dernier droit de ma vie. Et dans chacune de ces étapes-là, les 3 précédentes, j'ai vécu des moments extraordinaires. Que ça peut être des expériences amoureuses ou des expériences sportives ou des expériences de vie, tout simplement. J'ai fait des connaissances, des rencontres extraordinaires.
Mais je peux dire que dans l'ensemble, ce que je retiens le plus, c'est pas un événement ou un incident ou un moment. Ce que je retiens le plus, c'est que les années où j'ai travaillé comme arbitre professionnel pendant 14 ans, autant dans l'Association mondiale de hockey des Nordiques de Québec dans le temps et la Ligue nationale, dans ces 14 années, j'ai fait des rencontres. En fait, j'ai eu le privilège d'être sur la glace avec, selon moi, un spécimen de grands joueurs de hockey qui ont marqué le monde du hockey de la Ligue nationale. J'ai connu, à mes débuts, la fin de Bobby Orr, qui, selon moi, est le plus grand joueur de hockey au monde de tous les temps. J'ai connu Bobby Orr. Par la suite, bien évidemment, ça a déboulé. J'ai connu Wayne Gretzky lorsqu'il avait 17 ans dans l'Association mondiale de hockey, avec les Marc Messier et compagnie. Denis Savard, qui était dans les parages aussi avec les Blackhawks de Chicago. Gilbert Perreault, qui jouait pour les Sabres de Buffalo. J'ai connu les Larry Robinson, les Bob Gainey, les Serge Savard, le Big Three. Évidemment, Mario Lemieux. Alors, ces joueurs-là et les grands gardiens de but. J'ai connu de grands gardiens de but aussi dans le temps. Ce qui fait qu'à un moment donné, je peux dire qu'il y avait ces joueurs qui jouaient pour la plupart pour la même équipe toute leur carrière et des joueurs qui ont marqué, non pas seulement le monde du hockey, mais leur franchise. Ils ont, pour certains, leur chandail retiré. Et moi, j'étais sur la glace avec ces gars-là. Mm-hmm. Fait que ça me rappelle un paquet d'incidents ou d'événements ou de matchs spécifiques ou des pénalités que j'ai données ou pas données. Des buts controversés, puis des matchs de série de fin de saison. En tout cas, tout ça fait que je n'ai que de bons souvenirs de cela. C'est pas comment ça se termine, c'est comment ça a été. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est important. Et là, depuis 26 ans, comme je le disais plus tôt, Léonie, je suis dans le monde des communications, particulièrement au niveau de la radio. Je suis un passionné de la radio. J'adore la télé, mais je préfère énormément la radio parce que ça nous donne une liberté à la radio qu'on n'a pas nécessairement à la télé. Il y a des contraintes incroyables à la télé. Alors, à la radio, et d'avoir le privilège de travailler pendant 3 heures à chaque soir, 3 heures et demie en fait, à chaque soir, et d'échanger avec le public, que ce soit le public québécois, mais beaucoup en Ontario, énormément au Nouveau-Brunswick, francophone aussi, et partout au Canada. J'ai des gens de Saint-Boniface dans la région de Winnipeg qui écoutent religieusement l'émission, et avec l'arrivée de l'Internet, mondialement. C'est-à-dire qu'il y a des gens en plein milieu de la nuit en France, en Suisse, qui écoutent l'émission et qui m'écrivent. Et évidemment, il y a nos forces. Écoutez, il y a des gens, il y a des gens, nos troupes qui sont en Afghanistan qui écoutent, alors qui appellent, qui m'écrivent, qui écrivent plutôt. Alors, je pense que ça, c'est une expérience extraordinaire. Mm-hmm. Et je pense que ça aussi, autant que le hockey puisse m'avoir enrichi à plusieurs niveaux. Je pense que là, les 26 années que j'ai passées derrière un micro, il y a tellement d'histoires. Je dis toujours, lorsqu'il y a un éditeur qui me contacte pour me dire « Quand est-ce qu'on va écrire un livre sur toi, Ron? Pour que tu nous racontes toutes tes anecdotes. » Je leur réponds toujours « Je n'écrirai jamais de livre, malheureusement. Je m'en excuse, mais merci d'avoir pensé à moi. Mon livre, c'est une page à la fois à chaque soir. Puis je veux me garder des histoires à raconter encore, si c'est pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Je veux avoir d'autres histoires. Je veux vous émerveiller, je veux vous surprendre avec mes histoires. Puis c'est ça. Mon livre, c'est un grand livre ouvert. C'est bien ça. Bien, justement, vous avez mentionné les tribunes téléphoniques qui sont vraiment au cœur de vos émissions. Et ils ont l'air de vous être extrêmement chers. Comment vous appréciez ces tribunes téléphoniques-là? Ils vous sont essentiels, on dirait, ou du moins...
C'est ce qui vous alimente, j'imagine, dans vos Oui, conversations? j'aime les échanges que je peux avoir eus avec Pierre Trudel dans le temps, avec Michel Villeneuve, que j'ai avec Mario Langlois. J'aime ça au quotidien. J'aime également les conversations de brasserie ou de taverne lorsqu'on réunit Michel Bergeron, Mario Tremblay, Jacques Demers, Jean Perron, Ron là-dedans, puis tout ça, puis on échange, puis on parle. J'aime tout ça, là. Mais ce qui me passionne et ce que je ne changerai pas, et lorsque je quitterai le micro, ce sera derrière le micro d'une émission en soirée qui préférablement s'intitulera Bonsoir les sportifs. C'est là que je veux finir. J'ai des possibilités, j'imagine, de faire d'autres choses, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir ouvrir les lignes et parler aux gens. Je sais que l'écoute est là. Je sais que les gens ne peuvent pas tous ou toutes appeler, mais je sais qu'elles sont là, à l'occasion pour 10 minutes, 15 minutes, à l'occasion pour toute l'émission. Mais c'est ça. C'est une émission de 3h30, comme je le disais tantôt, mais c'est une émission où tu dois répéter souvent ce que tu as à dire. Parce que c'est une émission qui est écoutée par énormément de personnes, sauf que c'est pas toujours pendant une heure. Les gens viennent, repartent, reviennent. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent, moi, je rentre au restaurant, juste avant d'entrer au restaurant, à 9h moins quart, j'ai entendu ton préambule, puis là, bam, 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 je soupe avec ma douce, puis en sortant, ben, ping, 98.5 Sport, ma douce est en maudit après moi, puis j'écoute la fin de ton émission. C'est comme ça. C'est pour ça que c'était très important de pouvoir répéter souvent et tout ça. Mais ce qui est l'essentiel de tout cela, c'est les gens. La proximité qu'on a avec notre peuple. Notre peuple québécois, en grand nombre, et les gens qui sont des amants de sport, des partisans, des amateurs du Canadien, oui, mais il y en a tout simplement pour le divertissement, hein? Il y en a qui écoutent Ron le soir, je pense, juste pour... écoute, il y en a qui font beaucoup d'étudiants qui, en travaillant le soir sur leur laptop, vont quand même avoir comme background Ron qui est en train de chialer parce que le Canadien a perdu la veille. Donc là, vous m'avez l'air de vouloir vraiment avoir ça comme projet et pas nécessairement déroger. Il y a Michel Bergeron qui vous a annoncé il y a quelque temps son départ de RDS pour aller vers TVA Sport. Et vous avez quand même réagi d'une manière... en fait, vous étiez quand même étonné. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce départ-là? Est-ce que vous étiez surpris parce que vous êtes comme tellement ancré dans votre émission? Ou... Il n'y a plus rien qui me surprend. Et c'est une guerre, guerre de code d'écoute et guerre de réseaux importants. Réseau des sports, TVA Sport. Évidemment, on rentre avec nos gros sabots, TVA, puis on dit, écoute, on est capable de faire de quoi? Puis on a raison de le penser, de le croire. Ils ont engagé plusieurs personnel, un grand nombre de jeunes qui travaillaient chez nous et les moins jeunes aussi. Ils ont été chercher des étoiles, certaines filantes, d'autres des étoiles établies qui, ils leur ont fait des offres puis ont dit, on a besoin de toi pour lancer notre nouvelle programmation de hockey qui s'en vient bientôt. Michel est un de ces kings-là, il est une de ces personnalités très connues, puis on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Michel a accepté de changer de cap, puis c'est son choix. Et il n'est pas le seul à l'avoir fait. Et ce n'est pas une première pour lui non plus. Il l'a déjà fait au préalable. Et Michel a toujours, selon moi, fait des choix judicieux. Pour Ronald, c'est différent. Moi, je suis bien dans mon sofa. Je suis bien avec ma blonde. Je suis bien avec mon petit chien. Je suis bien avec les chums avec qui je travaille, les gars et les filles. Je suis bien avec mes boss. Je suis bien avec mon salaire. Je suis bien dans mon fauteuil. Je suis bien derrière mon micro. Alors, je ne suis pas à la recherche de rien d'autre que d'être bien. C'est bien, ça. Parlant de TVA Sport, vous avez un admirateur depuis plusieurs années, Félix Séguin, que vous avez eu la chance de mentorer, dans le fond, d'être son mentor un peu, et qui est rendu aujourd'hui au TVA Sport comme commentateur principal des Jeux du Canadien. Vous devez quand même être fier.
Moi, je ne savais pas, tu me l'annonces, que je suis son mentor ou quoi que ce soit, ou appelle ça comme tu voudras, Léonie. Mais effectivement, il y a de ça quelques semaines, il m'a raconté l'histoire. Puis l'histoire, si on veut la connaître, tu la connais peut-être mieux que moi. Ben en fait, il a juste dit qu'il t'admirait, qu'il t'idolâtrait OK, depuis il y a un des petit années. bonhomme qui m'appelle, un peu comme Léonie, à un moment donné, il y a de ça quelques années, un petit bonhomme aussi charmant que Léonie, tout frêle et tout ça, mais ambitieux, qui m'appelle et qui dit « J'aimerais ça pouvoir réaliser une entrevue avec vous, M. Fournier. » J'ai dit « Pas de problème. » J'ai dit « On va faire mieux que ça, tu vas venir assister à l'émission. » Alors, tu vas t'asseoir dans le studio, tu prendras des notes, puis tu me poseras les questions que tu voudras, un peu comme Léonie le fait aujourd'hui. Alors, ce petit jeune Félix arrive à l'émission, je le place à mes côtés en studio. Je fais l'émission, et au milieu de l'émission, durant les pauses, évidemment, on échange ensemble, puis je constate que c'est un gars qui connaît son affaire. Alors, je dis, prépare-toi, mets tes écouteurs, parce que tu vas participer à l'émission avec moi dans les prochaines minutes. Alors, on passe aux appels. Je dis, j'ai mon invité, Félix Séguin, qui est un petit gars qui envisage un jour être dans les communications, que ce soit à la télé, à la radio. C'est un petit gars qui a du potentiel et tout ça, puis il va répondre avec moi à vos questions. On va échanger ensemble. Il a fait une partie de l'émission, et à la fin de l'émission, évidemment, il était emballé, je pense. Puis à la fin de l'émission, il m'a dit, à un moment donné, puis là, il faudrait lui poser la question. Puis c'est moi qui lui ai dit, écoute, t'as aimé? Il dit oui, beaucoup. Puis il dit, c'est ça que je veux faire. Je veux vraiment faire ça, Ron. Puis j'ai dit, il n'y a pas de problème. Puis j'ai dit, si jamais je peux t'aider, tu me rappelles. Oui, parfait. Bon, j'ai dit, on s'en va. Hein, on s'en va. Fait, j'ai dit, tu restes où? Fait que j'ai dit, as-tu un véhicule? Il dit, non. J'ai dit, tu restes où? Moi, je reste à la Rive-Sud. J'espérais qu'il me dise, je reste à Brossard. Là, il me garoche, je ne sais pas trop où. Là. Je me souviens plus. Là. Il y avait Patigny ou je ne sais pas quoi. J'ai dit, embarque dans l'auto. Fait que là, je me souviens plus où je suis allé le reconduire vraiment. Puis je l'ai placé dans mon auto. Puis on a jasé encore. Puis je suis allé le reconduire à la maison. Puis j'ai dit, salut. Et bonne chance. Puis je l'ai revu. Je ne sais pas. 4 ans, 5 ans, 6 ans plus tard. Au réseau des sports, comme ça. Entrevue. Hey, ouais, je te connais, toi, c'est Félix. Oui, Félix. Hey, allô. Et quelques années plus tard, le voilà à la description des matchs de TVA. Ça lui revient. Il était excellent. Il est bon. Il est travaillant. Il est dynamique. Il est charmant. Il est agréable. Il passe bien à la télé. Je pense que ça va être formidable pour lui. C'est un début de carrière extraordinaire parce que à la description des matchs du Canadien pour lui et TVA, déjà une association de 12 ans assurée. Lui, il va être là il peut être là pour 40 ans. Mm-hmm. Lui, il peut être à la description comme René Le Cavalier l'a été, comme M. Richard Garneau l'a été, comme le sont aujourd'hui les Pierre Houd et les Martin McGuire. Je veux dire, il y a une vie incroyable qui l'attend dans le monde des communications. Il a gagné ses épaulettes, puis je suis bien fier de lui. Mm-hmm. Vous avez l'air d'avoir ce désir-là d'aider les jeunes, d'aider la relève, autant avec votre école d'arbitrage que dans le métier de commentateur, peut-être. Est-ce que c'est une passion que vous avez en parallèle, peut-être? Moi, j'étais enseignant à l'école pendant 2 ans avant de me lancer dans l'arbitrage au niveau professionnel. J'enseignais, j'arbitrais amateur et puis j'étudiais. OK? J'enseignais au niveau de la suppléance, mais c'était de l'enseignement pas à peu près, mais j'enseignais pas mal de jours par semaine. J'étudiais à l'université, puis j'arbitrais le soir aussi dans des matchs un peu partout à travers le Québec, dans la Ligue junior majeure du Québec. Et là, j'ai toujours eu cette passion-là d'enseigner, oui, ou d'aider. Oui, je pense que c'est très, très important parce que je me suis fait aider énormément par des personnes clés, moi. Rocky Brisebois m'a beaucoup parlé, souvent parlé, m'a beaucoup aidé. Michel Tremblay, mon boss, il m'a énormément aidé. À mes débuts, lorsque j'étais vraiment, vraiment green, bien vert, là, vraiment, je ne connaissais pas le domaine. Lui, le matin, il se présentait au bureau à 7 heures, mais le soir, il restait avec moi en studio jusqu'à 11 heures le soir. On était tous les deux célibataires. On allait prendre une bière. Il rentrait se coucher à 1 heure du matin. Puis de 11h15 à 1 heure, il me disait ce que j'avais fait de bien et de moins bien. Puis il allait se coucher. Puis le lendemain, il rentrait au bureau à 7 heures. Ça, c'est un gars qui a voulu aider. Puis aujourd'hui encore, Michel Tremblay, ici, au 98.5, aide
les jeunes et les moins jeunes. Il va chercher de nouveaux talents, autant sur le web qu'en ondes, puis il va les aider, il va les suivre. Et suivre leur développement, les encourager, leur donner l'opportunité de vivre des choses, l'expérience, des expériences bien spécifiques qui fait que tu grandis là-dedans. C'est rare, des gars comme ça. Puis moi, j'ose espérer que, tout en étant très rigide des fois, mais gardant toujours le sourire, j'ose espérer que des fois, lorsque je parle aux gens, à tous les niveaux, les gens qui font le même travail que moi, ou sensiblement le même travail que moi, ou les gens de la réalisation, ou les gens de la technique. Lorsque j'ai quelque chose à leur dire, je leur dis toujours, mais toujours dans le but de leur faire comprendre que ce serait peut-être mieux d'être un peu plus rigide ou un peu différent, parce que des fois, il y a des certaines lacunes que je pense. Puis des fois, j'ai pas toujours raison, mais j'essaie toujours de leur aider à améliorer leur sort, leur position, leur situation. D'agrémenter aussi leur travail en les complimentant lorsqu'ils font un bon travail, puis vraiment de leur donner une tape dans le dos, parce que ces gens-là, souvent, les gens qui sont derrière la scène, ben, ils sont jamais considérés à leur juste valeur. Ils ont leur chèque de paye à tous 2 semaines, mais ça se limite souvent à ça. Mm-hmm. Ils ont une réunion occasionnellement, tout ça, mais ils se font jamais dire « Hey, tabasse, là, sais-tu comment t'es important, toi? » Puis je pense que c'est important de le faire. Parce que nous autres, là, qui avons toute la popularité, puis tout ça, puis ça nous permet de... Souvent, le salaire qui vient avec, tout ça, là, ça nous permet d'avoir des vies extraordinaires. C'est grâce à eux et à elles, si on est là. Hein? Fait que moi, j'aime travailler avec le monde. J'aime voir les gens réussir. J'aime penser, comme je l'ai fait au niveau de l'arbitrage. Je regarde des matchs de hockey maintenant. Même si j'ai une grande tristesse dans mon cœur face aux arbitres qui sont dans la Ligue nationale, qui ont, pour la plupart, n'ont pas compris que j'ai un travail à faire maintenant. Ils ne l'ont pas accepté, un travail de critique. Mais moi, je pense avoir permis à entre 15 et 20 jeunes hommes qui sont venus à mon école d'arbitre, dans le temps que j'avais une école d'arbitre, d'accéder à la Ligue nationale. Je pense que je suis responsable à 70 % du fait qu'ils ont eu un travail au niveau de la Ligue nationale. Puis ces gens-là, aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas la reconnaissance parce que Ronald va des fois parler d'eux autres en ondes, des fois en expliquant qu'ils se sont trompés. Eux autres n'acceptent pas, ils ne comprennent pas mon travail. Mais ces gens-là n'ont pas la reconnaissance. Mais ça me attriste un peu. Mais je suis bien heureux, bien fier de les voir travailler. Que ce soit les Marc Joannette, les Stéphane Auger, les Johnny Murray de Québec, qui est absolument francophone, Éric Ferlat, qui est absolument francophone de Trois-Rivières, et les autres. Le premier que j'ai envoyé, que j'ai permis je pense, à aider beaucoup, c'est Richard Trottier. Puis ces gens-là, Richard, il y a beaucoup de considération. Richard, j'ai pas un mot à dire contre Richard. Mais ceux qui sont encore là ou ceux qui ont quitté, mais je pense que certains... j'ai pas ce « Hey, merci beaucoup », tu sais, très souvent. Mais en fait, tu fais pas ça dans la vie pour avoir des « merci beaucoup » très souvent. Mm-hmm. Tu fais ça dans la vie pour vraiment... Là, je pense que c'est très enrichissant d'aider les autres, surtout lorsqu'on les voit réussir. Puis lorsqu'on les voit faillir à la tâche, c'est bon aussi de ne pas les lâcher. Puis leur dire « Écoute, ça n'a pas fait ce fois-ci, mais ça va peut-être faire ailleurs. » Et ça va dans la même lignée un peu que votre travail de conférencier motivateur, j'imagine? C'est ce qui vous pousse à... Oui, ça, j'en fais pas beaucoup parce que je charge trop cher. Puis j'en fais pas beaucoup puis je charge trop cher puis c'est correct parce que je charge cher parce que je veux pas en faire beaucoup. Mm-hmm. Puis ceux qui veulent que j'y sois, ça me fait énormément plaisir, mais je cherche pas ça. Ça, c'est comme un fun pour moi. J'en fais 4-5 par année. Et puis là... on me contacte directement ou via une agence, mais c'est pas important. Et on me contacte directement, on m'explique c'est quoi le but de l'exercice. On veut m'avoir à un événement très spécifique. Moi, je suis là. Ça peut être 4000 personnes, 400 personnes, 40 personnes devant moi. C'est agréable. Et dépendant de ce qu'on aimerait avoir de moi, quel est le but, justement, visé, ben moi, je réponds à ça. Que ce soit la motivation, que ce soit tout simplement distraire, détendre les gens qui sont en réunion depuis 3 jours, là, intenses, là, avec des tableaux remplis de chiffres, tout ça. Puis Ron arrive là pendant 1 heure, puis va leur faire vivre un moment peut-être agréable. Ben c'est ça. C'est ça, Ron conférencier. Ron se dit pas le plus grand motivateur au monde, mais il se dit le gars l'entertainer, peut-être un peu. Le gars qui peut
passer avec vous de bons moments. Mm-hmm. Bien, justement, je me demandais comment vous faites pour garder cet enthousiasme et cette joie de vivre là, parce que peut-être qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas nécessairement à l'arrière du micro, mais vous êtes vraiment comme ça dans la vie, une boule d'énergie, c'est quand même incroyable. Comment vous réussissez à rester comme ça pratiquement constamment? Je dois dire que lorsque je suis chez moi avec Chantal, j'aime relaxer. Chantal parle plus que moi. Puis même souvent, elle va me dire ben là, t'as pas grand-chose à dire ce soir. Puis je m'en excuse tout le temps. Puis je dis écoute, c'est parce que j'aime autant t'écouter ce soir. Tu sais. Mais et Chantal, c'est la compagne parfaite pour un homme, tu sais, comme moi. Ça fait 22, 23 ans maintenant. On est mariés depuis, je sais pas, 5 ans maintenant. Puis c'est la compagne idéale parce qu'elle comprend ce que j'ai à vivre, me ramène sur terre énormément, me fait comprendre que c'est bien beau de sourire à tout le monde, serrer des mains à tout le monde, tout le temps, mais des fois, il faut éviter peut-être d'être placé dans une position où tu vas être entouré d'amateurs, puis tout ça, puis avoir à passer 1 heure, 2 heures. Elle dit, ton temps est trop précieux. Moi, avant, c'était un peu le contraire. Moi, le bain de foule, c'est parfait. J'étais là-dedans. Mais c'est plus ça. Parce qu'elle dit que, elle me fait comprendre que tu donnes suffisamment, amplement au travail. Maintenant, à la maison, il y a d'autres choses. Il y a la famille, il y a ton épouse, la famille, tes amis et ton temps à toi. Puis ça me permet d'avoir une vie un peu plus, en tout cas, normale, si on peut dire. Tu sais. Puis elle est une conseillère extraordinaire. Alors, ce qui fait que moi, je suis enjoué lorsque j'arrive au travail. C'est justement à cause de ça. Parce que je suis rempli d'énergie. Puis j'arrive au travail, mais là, j'ai passé un vendredi, samedi, dimanche à faire d'autres choses, à manger un bon steak avec une bonne bouteille de vin dans mon restaurant préféré avec ma blonde. C'est le fun. Puis quand j'arrive au travail le lundi, elle a dit « Go! Let's go, vas-y! » Puis tu m'appelleras, hein, appelle-moi. That's it. Là, je pars. Parce que moi, j'ai une vie un peu différente de bien des gens. C'est-à-dire que je couche 3 soirs, semaine à Saint-Lambert, lundi, mardi, mercredi. Et Chantal couche toujours dans notre demeure à Saint-Sauveur, le lundi, mardi, mercredi. Ça, c'est idéal. Ça, ça c'est idéal. Pourquoi? Parce que je peux me coucher à l'heure que je veux, puis rester debout jusqu'à 2 heures du matin pour regarder, je sais pas, un match de poker. Je ne suis pas un grand joueur de poker, mais j'aime les voir aller, tu sais. Puis en mangeant une sandwich aux tomates, laitue, mayonnaise, toastée, tu sais. Puis pas me faire dire, ben viens te coucher, chérie, ou quoi que ce soit. Puis là, c'est ça. Et je peux me lever à 10 le matin sans, justement, que ma femme, mon épouse, soit debout à 7h30 puis me sentir obligé de me lever. Fait qu'il y a comme cette liberté-là qui me permet dans ces 3 jours-là, de dire, c'est 3 jours vraiment de travail où mon épouse n'est pas habituellement là, sauf qu'elle vient souvent. Mais des fois, parce qu'elle va dire, je vais aller te rejoindre mardi, hey, c'est parfait, on va aller faire des choses. Mais c'est ça. Alors ça, c'est comme, wow, t'es pas comme toujours, puis ça te permet d'être seul aussi. Moi, je pense que dans la vie, il faut que tu sois seul aussi, des fois. C'est important d'être seul. Mais quand tu es en couple, être seul, c'est presque impossible. Si tu es en couple, puis tu as des enfants, là, c'est vraiment impossible. Tu sais, Léonie? Mais ça, c'est l'idéal. Mais moi, j'ai toujours visé, Léonie, l'idéal. Tu comprends? Mm-hmm. J'ai toujours visé l'idéal. C'est quoi l'idéal pour moi d'abord? Si moi, je suis bien, bien heureux, le monde autour de moi va être bien, bien heureux. T'sais? Alors, tu sais, il y en a qui passent leur vie à essayer de combler le conjoint ou la conjointe, puis sont malheureux là-dedans. Ça, c'est triste. Hein? Fait que si moi, je suis capable d'aller chercher le maximum de ce que je peux offrir avec la santé qu'on me donne et tout ça, ben moi, là, je pense qu'à ce moment-là, les gens que je côtoie vont le sentir, le pressentir, puis ils vont dire, ben, moi, ça se fait, puis t'es toujours en train de sourire, moi, ça se fait, t'es toujours bien. Non, je me fâche des fois, ou des fois, j'ai des... Mais en général, je dirais que chaque jour, chaque minute, chaque jour est une journée de plus. Tu comprends? C'est une journée qu'on t'a donnée. T'as pas le droit de la perdre totalement. Si t'as un virus, t'es grippé, si ça va pas, tout ça, va chercher au moins une petite chose dans cette journée-là. Tu fais le pas, loue-toi un film, essaie de regarder un film que t'as pas vu, passe la journée chez toi, mais t'es grippé, ça fait le pas. Ou bien, mange une bonne soupe leptine.
Fais une chose que tu peux dire le lendemain. J'ai pas perdu complètement ma journée. Tu sais. Lis un début de livre ou quelque chose. Faites de quoi dans ta journée, même si c'est pas la journée idéale. Chaque jour est important. Lorsque vous êtes jeune comme Léonie, bien, vous le réalisez peut-être pas autant que nous autres. Mais avec les années, on sait qu'il en reste moins. Puis c'est pas juste quand touche du bois, tu tombes malade, que là, tu dis « Ah, mais là, mon père fait attention. » Non. C'est avant même ça. C'est avant d'arriver à une situation où tu dis « Ouh, tabarouette, là. Oh, le docteur me dit qu'il faut que je fasse de l'exercice. Ou le docteur me dit qu'il faut que j'arrête de travailler. Ou le docteur me dit... » Non. Si tu peux le faire avant, ça, tout en travaillant, tout en profitant de la vie. En tout cas, je sais pas. Puis je veux pas être un preacher pantoute, là. Je veux pas commencer à dire aux gens comment vivre leur vie. Parce que c'est justement ça. C'est que tout le monde doit vivre leur vie. Je suis d'accord. Il y en a qui sont moins chanceux que d'autres. Tu sais, Léonie, il y en a qui sont vraiment moins chanceux que d'autres. Toi, tu as des parents extraordinaires, sont là, sont présents. Mais il y en a qui n'ont pas de parents. Ou il y en a qui sont dans un milieu défavorisé. Puis eux autres, là, il faut qu'ils sortent de ça. Puis, wow! Ils ont du mérite, ces gens-là. Tu sais. Une journée typique dans votre vie avec une préparation de votre émission, ça serait comment? Bien, c'est justement ça. Typique, c'est que j'ai un show le soir. Là. Ça, c'est sûr que j'ai un show le soir. Ça, je suis conscient qu'il faut que j'arrive en temps au show. Mais sinon, c'est différent toutes les jours. Ah! Ouais. Parce que souvent, je prépare mon émission bien à l'avance, mais souvent, j'ai pas mon sujet avant une demi-heure avant le show. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, hein? Parce que je peux changer d'idée une demi-heure avant. Parce que je m'aperçois que je m'enligne vers quelque chose, puis je m'aperçois que... Parce que le but de l'exercice, c'est toujours de faire un show qui va être agréable à l'écoute. Pas faire un show pour parler au monde. Moi, le show, c'est pas le monde qui me parle, c'est les gens qui écoutent. OK? C'est pour ça que je dis, vous autres, là, vous êtes des acteurs. Lorsque vous m'appelez, vous êtes des acteurs. Si vous êtes plate à mourir, bye. C'est bye. Si vous m'apportez rien, vous apportez rien au show. Puis la seule chose que vous apportez, c'est de vous entendre en ondes, puis parce que vous avez appelé votre chum ou votre boss pour dire hey, écoute-moi bien, j'appelle Ron à soir. Vous êtes au mauvais endroit. Si vous apportez quelque chose d'important à l'émission qui, pour l'écoute, est favorable, là, vous marchez. Là, vous êtes un bel acteur. C'est comme si la voix, t'écoutes des gens chanter, puis il y en a le troisième participant, il est tout croche, ben c'est bye, il finit pas sa chanson. C'est parce que t'amènes rien, parce qu'on a juste une heure, puis cette heure-là, ça doit être rempli de bons intervenants. Alors, les intervenants, c'est pas toujours évident, je mets beaucoup de pression aux gens qui appellent, mais c'est parce que si vous avez quelque chose à dire, soyez préparés avant de m'appeler, et non pas juste baba, baba, baba. C'est pas baba, c'est pas un show à baba. C'est un show à écoute, Ron, moi, je veux dire ceci, je veux savoir ce que t'en penses, puis ça serait même bye après. Tu comprends? Et ça, c'est idéal. Fait une journée de Ron, c'est une journée de Ron. C'est une journée de Ron. Y a-tu un match de hockey le soir? OK, je mets-tu ma cravate? Je m'en vais-tu au Centre Bell? Je rencontre-tu du monde? Oh, puis c'est quelle équipe? Bon, c'est Boston. Je rencontre-tu Cam Neely avant? Je vais aller luncher. S'il est là, je vais aller le voir. Je parle-tu à... Bon, OK. Oh, Columbus est en ville. John Davidson, as-tu fait le voyage avec? Je vais aller le voir. Je vais l'appeler l'après-midi. Hey, t'es-tu là? Je vais... essayer de rencontrer du monde, du vieux monde, des connaissances, tout ça. C'est une belle journée. C'est une belle journée de rencontre. Mais chaque jour, j'essaie de faire 3 fois semaine de l'exercice quelconque. J'essaie à l'occasion, des fois, de me dire oups, c'était une seconde, j'ai pas bien mangé. Moins de la salade, bien manger. Correct, moins de sucre, un peu moins de sel. Big Bang, fais attention des fois. Mais j'aime de me payer un smoke meat une fois par 2 semaines. C'est un ananas, tu comprends? Le gars qui mange toujours du smoke meat, c'est un cave, parce qu'il aime le smooth meat, mais il mange toujours du smooth meat. Qu'est-ce que tu es en train de faire? De creuser ta tombe. Mais te dire, attends une minute, là, ça fait combien de temps que je n'ai pas mangé un smooth meat? 3 semaines. Aïe, aïe. Je vais aller manger un smooth meat. Ça, c'est un ananas. Ça, c'est le fun. Pas trop se permettre de tout faire facile, tout ça, tu sais. Puis, la belle province. Hey, tu passes devant, ça sent bon. Aïe, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé estimé. On va l'essayer. Comme aussi, aujourd'hui, je vais aller faire
mes emplettes, puis là, je vais m'acheter de la bonne salade, des bonnes tomates. Je vais me faire une belle salade qui a de l'allure, là. Ma blonde va être fière de moi. Fait que c'est ça. Une journée, pour moi, c'est toujours une découverte de quelque chose, un petit quelque chose de spécial. Je vais aller me faire masser. Ah, c'est bon de me faire masser. C'est important de te faire masser. Tu te fermes les yeux, tu te laisses masser. Il y a quelque chose d'érotique quand tu te fais masser aussi. C'est bon, tu te laisses aller complètement. C'est très bon. Tu te fais flatter. Ça veut dire quoi? C'est bon pour les muscles, c'est bon pour la peau. Puis là, tu te fermes les yeux, puis tu es en train de, tu te laisser aller. Puis c'est santé, ça. Tu vas aller dans un spa, tu vas aller te faire un facial, tu vas aller te faire jouer des cheveux, tu profites de ton corps, tu profites du fait que tu te laisses aller, puis tu fais quelque chose de différent. Alors, il y a tellement de belles choses à faire, soit seul ou en couple, des choses intéressantes. Puis là-dedans, mais c'est tout des patentes qui sont le fun. Change d'automobile, la préparation de changer d'automobile. Tu fais un voyage. Le gros du voyage, moi, je suis un gars, et Chantal et moi, on est des gens qui voyageons excessivement, beaucoup. Tout le temps. L'année passée, on a fait 5 voyages. Mais là, on le prépare avant. Chantal, c'est elle qui choisit absolument la destination. Puis on le prépare avant. Puis là, on le vit, on le nourrit, on le mange, on le pense, en tout cas, 1 mois et demi avant le voyage, 2 mois avant le voyage. Puis lorsque ça arrive, le voyage, là, on est intense dans notre voyage. On fait ce qu'on a à faire dans notre voyage. C'est un voyage de repos, on le fait. C'est un voyage de golf, on le fait. Et après, on le digère. On va souper pour parler du voyage, les bonnes choses, les mauvaises choses. Ça veut dire que ton mot juste de voyage de 7 jours, là, ben, il a duré presque 2 mois. Fait que ça, là, c'est une étape de ta vie dans cette année-là qui est enrichissante, plaisante, agréable. C'est une belle chose. Tu as dépensé 4 000, 5 000 dans ton voyage. Colin, donne-toi-en pour 4 000, 5 000 avant, durant puis après. Très belle manière de penser. Vous avez amené le golf. Donc, on va finir sur une note un petit peu humoristique. On compare souvent la blague, dans le fond, le golf et le hockey, entre autres en disant que quand les séries se terminent, nos Canadiens ils vont se retrouver sur les greens. Est-ce que vous êtes, vous qui êtes vous-même adepte du golf, qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison? Est-ce que vous êtes d'accord? De cette ressemblance entre les deux sports? Le golf et le hockey? Ouais. J'essaie de voir la ressemblance. Le golf et le hockey, le golf et le hockey, le golf et le hockey. Mais on dit souvent que les joueurs, ils vont... Oui, c'est ça. Un est joué l'hiver, l'autre est joué particulièrement l'été au Québec, en tout cas. La ressemblance, je sais pas. C'est une continuité. Vous trouvez? Au niveau du bâton, une continuité au niveau de plus. Tu joues au golf, tu joues au hockey, après tu t'en vas jouer au golf. C'est ça. La ressemblance, je la vois pas. Non? Non, parce que honnêtement, la ressemblance, là, c'est parce que le hockey, c'est un sport d'équipe d'abord et avant tout. Le golf, c'est un sport d'abord et avant tout individuel. Les gens se fâchent, je après qui? Tu fâches après toi? Le gars qui joue au golf puis se fâche, tu es en train de te fâcher après toi. Tu entreprends un exercice qui s'appelle le golf pour te fâcher après toi. Change d'occupation, buddy. Fais quelque chose d'autre. Non, mais c'est-tu niaiseux quand tu penses à ça? Je suis d'accord. Quand tu penses à ça, là, tu t'en vas jouer au golf. Jouer. Tu vas jouer d'abord. Tu vas jouer pour te donner de la crotte. Tu t'en vas jouer pour t'envoyer promener. Pour te donner un coup de bâton sur la tête. Pour lancer ton bâton. Allô? Allô, Armand, c'est quoi ton problème? Le problème avec le golf, la façon dont on entrevoit le golf, je pense, à tout l'été, c'est qu'on veut toujours s'améliorer au point où on veut s'améliorer encore, ou au point où on n'est pas content encore, on veut encore s'améliorer. Fait qu'on n'arrive jamais vraiment au but. Fait qu'on est toujours en tabaslac parce qu'on est toujours à 2 coups d'être au but ou 3 coups d'être au but, puis des jours 10 coups d'être au but. Fait qu'on est toujours en train de se questionner pour savoir qu'est-ce que je fais pas de bien. Mais en fait, tu fais bien, tu te lèves le matin, tu vas faire un petit peu d'exercice, tu vas frapper à la boulette. C'est ça que tu fais de bien en compagnie de personnes que tu aimes. C'est quoi ton problème d'essayer de battre le record? T'es pas Tiger Woods, tu seras jamais Tiger Woods. C'est quoi ton maudit problème? De jouer au golf avec l'idée de te battre toi, puis battre tout le monde. Je trouve ça est vraiment... Moi, le golf, pour moi, je ramène ça un peu, si tu veux, je ramène ça un peu au sport d'équipe. Je pars avec 3 de mes chums ou 2 couples. On s'en va s'amuser ensemble, rire en tabarouette, pas chercher de balles parce qu'on n'a pas le temps. C'est pas là, on n'est pas des chercheurs de balles. En laisser tomber une autre, puis y aller,
puis on finira avec 92 au lieu de 82, ou on finira avec 117 au lieu de ça. Mais 117, déjà, arrête là, parce qu'à 117, t'es pas supposé te rendre là. Fait que arrête de compter. Puis si ça va pas ce trou-là, puis t'es rendu à 8, ramasse ta boule, puis regarde les autres, puis ris. Puis allume-toi une cigarette si tu fumes, ou bien ouvre-toi une bière si tu bois, ou bien prends une bouteille d'eau si tu bois de l'eau. Faites quoi, puis laisse le trou finir, puis entreprends le prochain trou. Je veux dire, arrête de t'en faire avec ça. Le golf, c'est pour être une détente, pour respirer. Les golfeurs ne regardent pas autour d'eux autres. Ils sont dans un beau terrain, comme chez nous au Balmoral, ou un beau petit terrain comme le Saint-Adèle, le fun, un petit terrain, la vallée de Saint-Adèle, ou il y en a d'autres, Royal-Laurentien, ou Piémont, des beaux terrains dans mon coin. À la fin de la ronde de golf, lorsque je dis aux gens que j'ai, mettons, invité au terrain, puis comment tu as trouvé le terrain? Ah, les verres, ils sont bons, hein, les verres. Oh non, OK, il n'y a pas les verres, là. Donne-moi donc une chose que tu as vue dans la journée au golf, ou 2 choses, ou 3 choses. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? T'as pas remarqué la maison en haut, là-bas, là, avec le petit... T'as pas remarqué le clocher de l'église de Saint-Sauveur qui au 4e trou? Non. Ah. T'as pas remarqué le nid d'aigle à tête blanche qu'il y a au trou numéro 16? T'as pas remarqué ça? Le nid en haut? Non, on n'a pas regardé. T'as pas regardé dans les airs, t'as pas regardé en arrière. Quand tu finis de frapper une balle, puis le terrain est beau devant toi, là, tu peux-tu regarder en arrière aussi pour voir comment il est beau derrière toi aussi? Les gens frappent leur balle, concentrés sur leur balle, en maudit après leur balle, s'allument une autre cigarette, en tabaslac, arrivent vers leur balle, ne savent pas quoi faire, prennent le mauvais club, regardent la distance. Ah, 114 verges. Tu peux me lâcher 114 verges? C'est à peu près à 110, 115. Ils sont là. 114 verges exactement. T'es qui, toi, pour frapper la balle à 114 verges, toi? Ils sont là, ils se compliquent la vie, c'est tout. Mais la beauté du parcours, l'agrément de passer, parce que c'est long, c'est 4h30, le fait de passer 4h30 avec 3 personnes que tu as choisies, la plupart du temps. Mm-hmm. Moi, c'est mon erreur, c'est ma grande gaffe. Je choisis mes partenaires. Je m'en veux pas dire « Allô, je vais jouer avec vous. » Non. J'ai trop eu de mauvaises expériences. Ben oui, parce que j'étais plus jeune, j'arrivais dans un terrain de golf, puis ben OK, ouais, vous êtes 3, OK, je vais embarquer avec vous autres. Hey, Ron, t'embarques avec nous autres, oui. Après 2 trous, le gars cassait son bâton. Je passais ma journée à lui dire, t'es bien imbécile, Armand. Je fais plus ça. Je choisis mes chums. Je sais comment mes chums vont réagir. Je sais qu'ils vont me gosser. Je sais qu'on va avoir du plaisir. Je sais que je vais faire un pot de 55 pieds, puis en prenant une bière après ma ronde, ils vont dire « Comment t'as fait ton pote de 52 pieds? » Je dis « Je sais pas, moi non plus. On va s'amuser. » Wow, quelle belle rencontre. Vous auriez pu être humoriste, raconteur. Mon Dieu, vous me faites... j'ai mal aux joues. J'ai mal aux joues. Vous devriez penser à une carrière d'humoriste, non? Non, c'est un art d'être humoriste. Et pourquoi... c'est gentil. Et pourquoi c'est un art d'être humoriste? Et ça doit être extrêmement difficile. Parce que la conversation que j'ai eue avec Léonie aujourd'hui était tellement agréable, les questions étaient bonnes et tout ça. Et ça m'a permis de parler de moi un petit peu, particulièrement, et de mon entourage. Mais si on recommençait, ce ne serait pas la même chose. Tandis que l'humoriste, lui, c'est la même maudite affaire à tous les soirs, à Victoriaville un soir, à Sherbrooke, à Alma, puis il s'en va avec ça, là, ou elle s'en va avec ça. Puis il faut qu'elle soit bonne, puis c'est au tic, au tac, tao, puis on sait quand les gens vont rire, puis quand ils rient pas, puis quand ci, puis quand ça, puis ton punchline, tout ça. C'est un art, ça, être humoriste. Parce que, humoriste, là, ça doit pas toujours être comique, être humoriste. C'est de la job, ça. C'est une belle ironie. En tout cas, vous amenez l'humour d'une manière, avec un doigté parfait. Bien, c'est gentil. On est toujours mieux de sourire, hein, que d'avoir les bêtes. Totalement. Puis si on a le goût d'avoir les bêtes, on est mieux de rester chez soi, puis appeler sa meilleure copine ou son meilleur chum, puis dire « Ouais, aujourd'hui, c'était une mauvaise journée. Mm-hmm. » Puis il va toujours avoir un bon chum ou une bonne copine qui va être à l'écoute. Ça, c'est un vrai chum. Ça, c'est une vraie chum. Bon, ben merci pour cette rencontre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut tout le monde. Au plaisir. Bye, merci. Bon.